Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Elodie, je suis ravie d'introduire cette deuxième rencontre muséo intitulée donc la création in utero les résidences d'artistes qui s'inscrit justement dans le cycle de rencontres un peu plus large. Quel lien entre recherche et création en institution, donc musée, résidence et tiers-lieux. Donc en attendant que tout le monde se connecte tranquillement, je vous propose de vous présenter un petit peu le programme des prochaines rencontres à venir. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pour vous présenter un petit peu l'association Métis est une association de valorisation de la recherche en muséologie, dont la mission justement est de faire se rencontrer des professionnels, des étudiants et des chercheurs du secteur muséal. Donc en d'autres termes, finalement, de créer un petit peu des ponts et puis de faciliter la circulation des savoirs. Et au-delà justement de l'organisation d'événements comme les rencontres muséaux, l'association publie régulièrement des ressources en lien avec les thématiques des rencontres, mais aussi en lien avec l'actualité du secteur muséal. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les captations et les comptes rendus des rencontres directement sur notre site internet, donc métis-lab.com. N'hésitez d'ailleurs pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, ou également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient justement soutenir l'association et nos activités, vous pouvez adhérer à tarif libre via le lien justement qui est disponible dans le chat. Et donc, avant de passer la parole à Lina Huskit, cofondatrice de Métis et également co-commissaire de ce cycle avec Marie Buisson, je vous informe que vous pouvez poser vos questions via l'onglet Discussion. Donc, elles seront récoltées et on y répondra à la fin de l'intervention. Si vous souhaitez également prendre la parole, il vous suffira de cliquer sur le petit onglet Lever la main. Voilà, donc je passe la parole à Lina et je vous souhaite une très belle rencontre. Merci Elodie pour l'introduction et bonsoir à tout le monde. C'est le plaisir de partager cette soirée avec vous et en compagnie d'Elie Jouvency qui coordonne actuellement le réseau national Art en résidence qui englobe plusieurs résidences d'artistes de différents types, ainsi que Bruno Haussmann, qui est maire de Valmondois, un tout petit village aux confins de Vexin français et au bord du Sauceron, ainsi que professeur de philosophie et auteur de nombreux ouvrages. On va revenir vers la présentation des intervenants un tout petit peu plus tard, parce que vous êtes déjà probablement aperçu qu'il nous manque la troisième intervenante annoncée sur le programme, c'est Catherine Kirchner-Blanchard, à qui l'on envoie d'abord les félicitations pour la soutenance de sa thèse vendredi, qui portait sur la fabrique des esthétiques afro-caribéennes en sociologie des arts et de la culture. La soutenance bien réussie, mais malheureusement, Catherine, pour les raisons de santé, ne pourra pas être avec nous ce soir. Donc, avant de présenter les intervenants et soulever les points qui seront sur la table ce soir, je profite de dire quand même un mot sur
les pistes proposées par Catherine parce que nous avons quand même ensemble réfléchi autour de la problématique de cette science sur les mouvements des artistes auxquels elle s'intéresse en particulier dans le cadre de sa thèse et spécifiquement dans le bassin caribien et de sa diaspora de ce mouvement. Ainsi, elle a pu constater qu'au carrefour d'une multitude d'enjeux qui proviennent de ces mouvements des artistes entre les pays, les enjeux sembleraient dépasser largement les recherches en esthétique. Et en observant les artistes en œuvre à Haïti ou à Cuba, Catherine a pu constater que le mouvement s'intensifie depuis les années 1970. Et c'est avec l'avènement des résidences d'artistes, plus précisément, qu'émerge la considération portée à l'accompagnement des plasticiens dans le développement de leur activité. Ainsi, les résidences d'artistes, qu'elles soient orientées vers la création, l'expérimentation, la diffusion territoriale ou la résidence association en tant qu'unité, ouvrent le champ de ces possibles. Ainsi, le type de partenariat ou de l'association qu'on nomme la résidence d'artistes favorise la diffusion et le rayonnement des œuvres produites in utero, ou autrement dit, la résidence se fait le levier de la carrière d'artiste qui autrement serait peu visible. Entre stratégie de Catherine de développement local, de relance de l'éducation artistique et culturelle, ou encore de valorisation d'un espace, les résidences d'artistes apparaissent comme lieu de diffusion, de création, autrement qui pourrait rester invisibilisé dans les termes institutionnels et dans le sens d'institutionnalisation de ce type d'association. Et c'est ici qu'il serait l'occasion de dire que selon deux autres auteurs, Claire Castan et Hélène Glaise, les traces du concept de résidence, on peut déjà les retrouver dès l'Antiquité. Sauf qu'avant les années 1950, pendant plusieurs siècles, ce concept était plutôt lié à la notion de la commande faite à l'artiste. La résidence naît donc, d'après ces auteurs, du mécénat. Et entre-temps, elle revêtait plutôt la fonction initiatique de formation de l'artiste, qui consistait en transmission par les grands maîtres du savoir aux apprentis. Tandis qu'aujourd'hui, ce sont les notions de déplacement et d'itinérance qui prévalent et sont vraiment mises en avant. Ainsi, la résidence d'artiste de point de vue académique est définie comme un dispositif de politique publique culturelle ou encore comme un projet social. Il est souvent nommé aussi le dispositif de médiation culturelle et patrimoniale. Et le propre de ce dispositif serait qu'il y a d'abord nécessairement la structure et la structure en place, organisée, et c'est cette structure qui va bénéficier de la présence de l'artiste et de son travail de façon privilégiée dans un mouvement d'appropriation, d'assimilation d'une personnalité extérieure au sein de la communauté établie qui l'accueille. Et justement, de là que découle notre problématique qu'on a pensée avec Marie Busson, c'est quels sont alors les couloirs et les passerelles où la création croise, confronte, en souffle la diffusion, la conception, l'action, comment la sensibilité d'artiste est-elle mobilisée pour développer le territoire et quel point critique cela soulève. Donc, je précise aussi que ces rencontres, c'est aussi un espace où on essaie de ne pas nous enfermer trop dans les concepts théoriques, mais aller vraiment directement
aux problématiques qui brûlent, qui nous questionnent, parce que c'est l'occasion de profiter, les discuter. Souvent, dans les journées d'études ou les colloques, on n'a jamais le temps pour le faire, donc profitons-en à la fin des présentations. Et donc, partant maintenant sur en quoi le lieu d'exposition représente-t-il une force structurante et quel type de création ou de production engage-t-il? Ainsi, quelle production stimule précisément ces lieux et en intégrant les logiques de la commande, de l'exposition, voire de l'acquisition. Et enfin, est-ce qu'on peut imaginer quelques limites qui se présentent à cette croisée des différentes notions? Pour aller plus en profondeur, donc j'invite Élie Jouvency de prendre la parole. Et juste avant, quelques mots sur son parcours. Élie Jouvency conçoit et développe les programmes variés, notamment les résidences de recherche, de création, de professionnalisation, en lien avec une diversité des partenaires ainsi qu'une programmation des résidences croisées avec plusieurs pays européens. Donc, on a la chance d'avoir l'expérience internationale et de l'approcher. En tout cas, Élise est responsable jusqu'en fin 2018 de plusieurs activités artistiques, comme la programmation des expositions, des résidences, des événements. Elle conçoit les activités d'accompagnement professionnel également en parallèle. Ce sont les sessions d'information et de formation à destination des professionnels du secteur. Elle accompagne les artistes accueillis en atelier, des étudiants et jeunes diplômés d'écoles d'art, ainsi que vice-présidente du réseau transfrontalier d'art contemporain 50 degrés nord de 2012 à 2018. Elle participe activement à la dynamique transfrontalière de réseau et aux travaux de la filière art visuel en région Hauts-de-France. En 2018, Élise est invitée à mettre en place un programme intitulé Sodavi, qui consiste en orientation des arts visuels dans la région de Val-de-Loire, soutenue par la DRAC, ce qui impulse la création d'un nouveau réseau régional des arts visuels intitulé Devenir Art. Enfin, depuis 2020, Élise coordonne le réseau Art en résidence, réseau national, et en devient secrétaire général en 2021. Ce soir, nous aurions la chance alors de voir plus précisément qu'est-ce que c'est la résidence en musée à travers trois exemples concrets, celui de Macval à Vitry, Muse Vert à Sarre-Poitiers et Musée de l'Hospice à Saint-Roch. Donc, Élise, je vous passe la parole. Bonsoir, merci pour cette présentation et pour l'invitation. Alors effectivement, donc on va parler de résidence d'artistes en musée. Je vais essayer de vous présenter un peu la définition de la résidence pour Art en résidence, qui est donc un réseau national de lieux de résidence d'artistes, puis le cadre un petit peu proposé par la circulaire du ministère de la Culture, qui formule ce texte aussi, donc des objectifs et une typologie pour les résidences. Et ensuite, effectivement, à travers ces trois exemples de programmes de résidence développés en musée, l'idée est de mettre en valeur un petit peu trois formes singulières d'engagement et d'observer un petit peu la diversité des bénéfices attendus de cette présence artistique en musée. Alors, tout d'abord, je vais essayer de partager donc, mon écran. Voilà. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien.
Ouais, super. Bon, alors voilà, donc art en résidence, je vous ai mis une petite carte. Donc, c'est effectivement donc un réseau qui regroupe 45 aujourd'hui, alors, enfin, en 2021, 45 structures sur le territoire national. Donc, des structures qui sont, je pense que vous ne pouvez pas forcément lire toute la liste des lieux, mais ce sont des structures de toute nature et de toute taille, donc des structures associatives, parfois sans salariés, qui sont plutôt des lieux intermédiaires ou artist run space, etc. Mais aussi des structures beaucoup plus institutionnelles, centres d'art labellisés, écoles d'art, musées. Structures qui sont toutes regroupées autour d'une certaine définition de la résidence et de valeurs qui sont liées à l'accueil en résidence d'artistes. Donc, toutes ces valeurs, elles sont définies et formulées et rédigées dans une charte déontologique qui vraiment est le texte fondateur du réseau et qui fait aujourd'hui encore l'identité du réseau. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site internet d'Art en résidence. Elle définit comme ça un certain nombre de bonnes pratiques qui sont aussi qui sont aussi des engagements donc, de la part de l'ensemble de ces structures membres. Ce qui est à noter, c'est que sur les 45 membres de notre réseau, aujourd'hui, on a en réalité un seul musée. Donc, c'est quand même pas le type de structure majoritairement présent dans le réseau. Donc, dans les 3 musées que je prendrai tout à l'heure comme exemple, un seul, le MACVAL en l'occurrence, est réellement un membre du réseau. Donc, qu'est-ce que c'est la résidence pour art en résidence? C'est d'abord, parce que vous avez dans l'introduction parlé beaucoup de dispositifs pour la résidence. Alors, je n'emploierai pas forcément ce terme-là aussi justement parce que c'est quelque chose d'assez peu cadré finalement. Il y a peu de textes qui encadrent cette pratique et c'est un petit peu aussi une des raisons sans doute du succès de cette résidence puisque tout le monde peut s'en emparer et c'est aussi toute la difficulté, c'est-à-dire que pour se repérer, parce que souvent il y a des réalités très différentes derrière ce mot en fonction de quelle structure la porte. C'est aussi pour ça que les membres du réseau ont senti nécessaire de rédiger cette charte qui définit leur propre définition de la résidence. Alors, pour art en résidence, du coup, la résidence, c'est l'accueil d'un artiste dans un contexte particulier qui, avant tout, va lui offrir des conditions de travail caractérisées par du temps pour la création. Donc, je vous ai mis donc, un minimum de 70% du temps qui doit être pour art en résidence, donc dégagé en majorité de toute contrainte d'intervention ou d'animation d'atelier ou de préparation d'une diffusion, par exemple aussi, puisqu'il y a des résidences qui sont entièrement dirigées vers un projet d'exposition. C'est aussi des ressources, donc des ressources en termes d'espace et des ressources en termes de moyens techniques. Un accompagnement humain qui est vraiment placé dans, dans les critères d'adhésion au réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait réellement des personnes qui accompagnent les projets accueillis en résidence. Des moyens financiers significatifs qui viennent au-delà d'un apport en production qu'il pourrait y avoir pour favoriser la création de certaines pièces, qui viennent véritablement rémunérer le temps de travail artistique. Il y a quelques années, c'était encore pas vraiment entendu forcément comme tel. Dans les critères d'adhésion au réseau, on a aussi la question de la régularité dans le programme et un engagement donc à suivre le cadre légal, donc la loi sur la création, le code de la propriété intellectuelle, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale. Bon, ça paraît un petit peu idiot de poser ça comme critère et comme base, mais malheureusement, on se rend compte que dans notre secteur, c'est-à-dire le secteur des arts visuels,
Bon, c'est pas toujours inutile de le rappeler, parce que dans les usages, on a parfois des choses très éloignées du cadre légal. Au-delà des critères donc, qui définissent un peu, enfin, des conditions qui définissent les critères d'adhésion au réseau, qui sont ceux-là, on a bien évidemment d'autres dimensions attendues dans la résidence, des dimensions dont le dosage et la proportion chacune va parfois créer vraiment les particularités des contextes spécifiques d'accueil, qui peuvent être extrêmement, extrêmement variés. Et qui à chaque fois consiste quand même en la rencontre d'un artiste avec justement un contexte et tout ce qu'il a de particulier à offrir. Donc, dans ce contexte, on peut avoir dans les dimensions un petit peu récurrentes la question d'un territoire, enfin de rencontrer un territoire en particulier. Donc bien souvent, cette idée de résidence est liée à une logique de mobilité géographique qui déplace le territoire habituel de travail de l'artiste pour aller immerger dans un autre contexte. On a beaucoup, beaucoup d'appels en ce moment, ou des résidences initiées par des communautés de communes ou qui vont avoir besoin de dynamiser un territoire ou de valoriser. Là aussi, on a dans de nombreux appels des choses qui sont un petit peu proches enfin, qui nous appellent à la vigilance sur un petit peu la question de l'instrumentalisation du projet artistique parfois, au bénéfice de ces territoires et de leur valorisation. Cette mobilité, elle peut aussi elle peut constituer comme ça la découverte d'un territoire particulier quand la question du déplacement, du point de vue va être au cœur, mais c'est pas... donc ça peut être le cas aussi quand on va avoir des résidences caractérisées par la découverte d'autres cultures, par exemple des résidences à l'étranger, etc., ou l'accueil d'artistes étrangers, comme on le verra tout à l'heure au MACVAL. Mais ça peut aussi être un territoire beaucoup plus qui va constituer plutôt une retraite entre guillemets. Dans ce cas-là, peu importe un peu le lieu où ça se déroule, et l'objectif va plus être dans l'idée de s'immerger pour un travail dans un environnement propice. Donc ça rejoint la question des ressources techniques, c'est-à-dire propice par peut-être juste la tranquillité qu'il va offrir dans l'accès à des ressources telles que juste l'espace, parce que ce n'est pas forcément des ressources que tous les artistes ont à disposition au quotidien. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas d'atelier régulier de travail, ou qui ont un atelier qui est... qui ne remplit pas forcément ce dont ils ont besoin, qui est trop petit, ou qui est partagé avec d'autres artistes, ou qui est partagé avec leur lieu de vie. Dans ces questions de ressources techniques, on a aussi parfois l'apport de supports matériels et de ressources auxquelles l'artiste va pouvoir avoir accès individuellement, parce que c'est des machines particulières ou des technologies particulières. Notamment quand il s'agit de travailler avec des machines liées au bois, au métal, à l'imprimerie, ou à des savoir-faire particuliers comme la céramique, le verre, des choses qui nécessitent quand même une infrastructure très particulière. Ça peut être aussi donc la question des ressources théoriques qui vont vous permettre une recherche particulière, donc un fonds d'archives, un fonds documentaire, une collection de musées, par exemple. Différentes sources susceptibles de venir nourrir un travail ou d'enclencher une recherche. Donc, ça peut être ça qui est mis en avant dans un projet de résidence particulier. Un environnement professionnel qui va être caractérisé par un accompagnement humain ou un accompagnement qui va être dit professionnel, parce qu'il va permettre l'accueil de l'artiste dans un cadre qui lui est habité aussi par d'autres artistes, par exemple, qui va créer une émulation
par des rencontres ou par un accompagnement curatorial particulier qui va être offert, ou la mise en relation avec un critique, un commissaire d'exposition ou un conservateur. Et c'est aussi bien sûr des moyens financiers de production, puisque dans le secteur des arts visuels actuellement, et quand on parle un peu économie des artistes aujourd'hui, il se trouve que la résidence et le contexte de travail offert par la résidence est finalement une des seules opportunités de voir le travail artistique de création rémunéré. Ce qui est quand même pas une dimension anodine et qui explique aussi bien souvent dans le parcours des jeunes artistes cette espèce de course aussi à la résidence. Enfin, c'est un peu des opportunités qui vont être les seules rémunératrices dans le travail, avant de pouvoir postuler à des aides à la création, etc. Donc, donc avec tous ces contextes possibles, ces différentes dimensions qui vont l'une ou l'autre être prépondérantes dans chacun des projets, la résidence va aussi répondre à différents objectifs, comme tu disais tout à l'heure, Lina, donc correspondre à une typologie de résidence telle qu'elle apparaît notamment donc, dans cette circulaire de 2016 qui traite des résidences artistiques dans le secteur, enfin dans tous les secteurs d'ailleurs, disciplinaires, et qui est aujourd'hui le seul texte qui offre un cadre de référence qui définit des principes généraux pour la résidence et qui offre un peu des repères comme ça de choses attendues et de recommandations professionnelles aussi. Et comme c'est un peu le seul texte existant, ben forcément, là où il est censé au départ concerner les structures majoritairement financées par l'État, ça va devenir un texte de référence qui est beaucoup plus généralement partagé. Et donc, dans ce texte, on voit que les objectifs de la résidence sont d'abord de renforcer l'emploi et le travail artistique. Donc, il y a comme cette dimension professionnelle et d'accompagnement professionnel, avec justement tout ce que ça crée que ça peut créer comme levier dans la carrière, comme tu le disais. Ça permet une présence et un accompagnement artistique, et ça contribue à la rencontre et aux échanges. Là aussi, un des intérêts majeurs de la résidence pour l'ensemble des structures, et la raison pour laquelle ça devient aussi un outil au service des politiques publiques, c'est de par aussi tous ces croisements, toutes ces rencontres que ça peut générer entre différents partenaires de tout secteur sur un même territoire. Alors, dans cette typologie, on a effectivement la résidence de création, de recherche ou d'expérimentation, où l'objectif est vraiment de soutenir une recherche sans forcément d'ailleurs aboutir à une création, hein. Il n'y a pas toujours cet objectif de finalisation, mais je pense que sur cette question de lien entre création et diffusion, faut faire attention, parce que la production n'est pas forcément au cœur d'un projet de résidence. C'est quelque chose qui est vraiment à défendre, hein, mais la circulaire le dit vraiment aussi tel quel, hein. C'est quelque chose qui va pouvoir aboutir ou pas, mais cet aboutissement va pouvoir se situer bien après l'expérience de résidence, puisque bon, une résidence, c'est un projet, mais qui s'inscrit dans un processus au long cours, dans une démarche artistique qui se poursuit et qui va pouvoir se finaliser peut-être 3 ou 4 résidences plus tard finalement. Voilà, et c'est important, je pense, de décorréler l'activité de création qui est au cœur du projet de résidence, et les activités qui pourraient en découler, c'est-à-dire les activités effectivement de diffusion, les activités d'édition, d'acquisition et autres. Et les lieux d'ailleurs de résidence du réseau ne sont pas toujours et sont majoritairement pas des lieux d'exposition. Donc, loin s'en faut. Donc, il n'y a pas forcément les espaces de mise en visibilité après.
Donc, il y a un autre type de résidence, donc la résidence tremplin, qui, elle, va remplir un objectif de développement professionnel, d'accompagnement au développement de réseau de l'artiste, à sa compréhension de l'environnement professionnel, au soutien aux jeunes artistes, etc. Parce que cette circulaire, elle est arrivée à la fin des assises pour la jeune création. Donc, ça a été une des nouveautés de la circulaire, qui était une actualisation d'une autre circulaire précédente dans laquelle cette résidence tremplin n'existait pas. Donc, il y a eu vraiment cette volonté d'insister sur les jeunes générations et les parcours en émergence. La résidence d'artistes associés, ensuite, qui va vraiment remplir cet objectif d'associer un artiste et un équipement culturel, vraiment d'associer l'image d'un artiste à celle d'une structure, en associant l'artiste à plusieurs dimensions, donc celle de la programmation, puisqu'il va aussi s'agir de le soutenir dans ses projets de création, de le soutenir aussi, et là par contre, c'est clairement dit, dans ses projets de diffusion et de rencontre avec le public. Mais ça va aussi permettre comment dire, une relation qui va aussi au-delà de ces questions de production ou de présentation, et qui va associer l'artiste à tout ce qui concerne la politique un peu de la structure, la conception de son programme culturel et de sa relation au public, etc. Donc, l'artiste va être aussi amené à faire de la programmation et parfois d'intégrer les instances statutaires de la structure, donc à prendre position sur un certain nombre de décisions qui ne sont pas toujours liées à l'artistique. Et la résidence d'artistes en territoire, où là, on a vraiment l'idée de mobiliser le maximum d'acteurs possible sur un territoire, une résidence qui est plus liée à une politique de développement territorial, avec l'idée d'avoir vraiment un mix de partenaires autour d'un même projet. Et c'est vraiment l'aspect fédérateur de la résidence là, qui est vraiment mis en avant. Donc voilà un petit peu pour brosser le cadre de travail un peu générique lié à la résidence aujourd'hui. Quand on s'intéresse du coup, qu'on se questionne sur la résidence en musée, spécifiquement, quand on regarde la définition du musée selon le Code du patrimoine, donc est considéré comme musée toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. On comprend assez bien pourquoi, et vu tout ce qu'on a vu avant, pourquoi la résidence n'est pas finalement très naturel de la retrouver, c'est pas forcément très naturel de la retrouver en musée. En termes de mission, ce soutien à la création d'artistes contemporains ne fait pas forcément partie de la liste des missions d'un musée. Et si ça apparaît dans les activités de certains musées aujourd'hui, voilà, c'est que c'est vraiment la volonté d'une direction particulière dans un projet scientifique et culturel de musée qui va se servir de la résidence pour faire un peu l'identité, construire l'identité du musée. Et voilà, donc c'est pas quelque chose de particulièrement répandu. Il y a le guide du CNAP qui a été édité en 2015 ou 2016, je crois, 233 résidences en France, et qui répertorie un ensemble de programmes qui sont actuellement en cours en France. Donc, j'ai regardé rapidement. Donc, sur 233 résidences en France, on a 7 musées qui portent ces programmes et qui sont répertoriés dans ce répertoire. C'est aussi parce que, évidemment, la résidence, à la base, ça pose une question d'équipement et d'accueil, c'est-à-dire que les musées ne sont pas forcément toujours équipés avec un atelier de travail, un logement, etc. Cette dimension hospitalière, elle est vraiment à prendre en compte et elle est un peu à la base d'un projet de résidence. Donc, il faut aussi avoir l'infrastructure
en place. Bon, néanmoins, on la retrouve dans certains grands musées hein, et avec des programmes aujourd'hui un petit peu assez connus. Donc, j'ai pris trois exemples qui sont trois exemples assez éloignés des uns des autres et qui sont trois programmes caractérisés par le fait d'être déjà des programmes bien ancrés dans le projet du musée. Ce ne sont pas des programmes qui sont développés comme ça ponctuellement, c'est vraiment des programmes qui existent depuis longtemps. Donc effectivement, celui du Magval à Vitry-sur-Seine, qui est plutôt axé sur la rencontre entre des cultures différentes. Celui du Musevert à Sarpoterie, donc dans la région des Hauts-de-France, qui est plus axé sur la rencontre avec une technique. Le programme du musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun, où là, on est vraiment dans le soutien à la recherche artistique. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de ces programmes, je vais commencer par le Magval. Voilà, pour expliquer un peu d'où ça vient historiquement, enfin, comment ça naît en fait, et comment ça s'inscrit dans un projet artistique. Donc, le musée du Magval est sorti de terre en 2005. Et le programme de résidence a commencé dès 2007, donc assez rapidement. Et depuis, il a accueilli à peu près 25 artistes internationaux en résidence. Donc, ça s'est enclenché 2 ans après la création du musée et ça venait s'installer donc, sur un territoire à la population Vitry-sur-Seine, extrêmement mixte. Et un projet de musée, un projet scientifique et culturel qui est vraiment axé sur cette réalité territoriale avec la volonté de montrer la scène artistique française dans ce cas-là plus international. Ce sont des artistes français qui composent qui sont toujours représentés dans la collection du Magval et dans les expositions, mais aussi des artistes qui sont venus s'installer en France, ou des artistes immigrés en France, etc. Donc, le programme de résidence, il vient enrichir cette scène française par des invitations d'artistes étrangers uniquement, qui sont invités à venir développer un projet en résidence vraiment avec le territoire d'implantation de Vitry. Donc des résidences qui ne sont pas du tout formatées, qui sont d'une durée moyenne de 3 mois, où les artistes sont invités à produire une œuvre avec un budget de production assez conséquent, qui est un des plus conséquents d'ailleurs dans le paysage des résidences aujourd'hui en France. Donc c'est un projet qui doit être en lien étroit avec le contexte du musée, de la collection, du territoire, dans son appréciation vraiment large au choix de l'artiste. Donc, c'est vraiment le territoire, soit du musée, soit du jardin, soit du territoire de la périphérie de Paris, soit le territoire de la France. À la fin de la résidence, l'œuvre elle est exposée au public pendant 3 mois, donc elle vient prendre place dans la programmation des expositions. Et quand ça a un sens, effectivement, elle peut être acquise par le musée dans ses collections. La particularité aussi, c'est que ça a vraiment été conçu dans le bâtiment. C'est-à-dire que l'atelier logement, il est vraiment au cœur de l'architecture du musée pour que les artistes vraiment vivent au sein du musée, pour produire un travail spécifique qui se nourrit comme ça du musée complètement. Et il n'y a pas de cahier des charges non plus. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a vraiment cette prise de risque, entre guillemets, de la page blanche qui est laissée à l'artiste et qui place vraiment, enfin, quand on discute avec la directrice du Magval, c'est vraiment cette idée revendiquée de placer le musée au cœur du monde et de le rendre le plus réactif aussi possible et le plus sensible et le plus poreux à ce qui se passe dans le monde et au regard que peuvent avoir les artistes aussi sur le monde. Donc, pas du tout la volonté
de rentrer dans un processus de commande, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Lina. Donc, vraiment avoir quelque chose de plus, une opportunité de création la plus libre possible. Donc, c'est créé quand même à partir d'un matériau qui est le territoire, mais sans pour autant être dans une démarche de valorisation ou d'image pour ce territoire. Voilà, donc des objectifs qui sont vraiment liés à la rencontre interculturelle, hein, puisque ce programme il est basé sur l'international et qu'il n'accueille que des artistes étrangers, majoritairement dans le cadre des saisons, des partenariats de saison de la France avec des pays étrangers, et un soutien à la création, à la production, avec des moyens qui font de cette résidence une des plus dotées du des résidences aujourd'hui. Bon, je vous ai mis une petite image d'une résidence d'un artiste argentin qui a réalisé donc, cette œuvre au McVal en 2019, qui est un pont en bois, un pont dans l'échec de sa fonction reliante, puisqu'on ne voit pas très bien, mais il est brisé en son milieu. Donc, ça se passe dans l'espèce de présentation de fin de résidence. Donc, chaque résidence a abouti à ce projet d'exposition. Alors, quand on regarde un petit peu le programme du Musevert, qui est situé, lui, à Sarcotri, c'est un programme qui est assez ancien aussi, hein, qui est en cours depuis 1995. Donc, musée qui a été rénové récemment et qui a un bâtiment dédié à un atelier départemental du verre, qui accueille donc 2 résidences d'artistes durant 2 mois et demi chacune par an, à la suite à un appel à candidature. International là aussi, mais ouvert aux artistes français. Donc, les lauréats ont une bourse de production, une bourse de vie. Ils mènent un projet qui a la caractéristique, voilà, d'être accueilli dans cet équipement particulier qui offre quand même des moyens de production exceptionnels dans le cadre de la création verrière. Donc, c'est une immersion dans le musée, là aussi, puisque l'artiste vit à demeure, hein, pendant toute sa résidence. Et à l'issue de sa résidence, donc, les œuvres sont présentées dans une exposition également au musée, avec un catalogue. Et de chaque résidence, alors là, pour le coup, c'est systématique, le musée conserve dans sa collection permanente une ou plusieurs œuvres qui sont choisies en concertation avec l'artiste parmi ce qu'il a produit. Donc là, on est vraiment dans une résidence qui est un soutien à la création aussi, mais dans un domaine particulier et très ciblé d'un point de vue technique, avec des ressources matérielles spécifiques qui sont plutôt rares et dont on peut supposer que les artistes n'y ont pas accès habituellement. Une participation à la programmation des expositions et vraiment cette question de la transmission de savoir-faire, hein, qui rejoint un peu la dimension un peu plus ancienne de la conception de la résidence, donc cette transmission de techniques, de savoir-faire verrier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est par contre ouvert à des artistes qui n'ont pas déjà d'expérience dans cette technique-là, donc il y a vraiment cette volonté d'expérimentation aussi, d'enrichissement de la pratique. Donc, ce n'est pas ouvert qu'à des artistes qui pratiquent déjà le verre. Voilà, j'ai mis un petit peu après un descriptif des équipements qui étaient mis à disposition pour voilà, montrer qu'on était bien là dans quelque chose, dans des ressources matérielles quand même très particulières et très... auquel on ne peut pas avoir accès de manière individuelle. Et enfin, donc, la résidence de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun, qui est vraiment là un programme
qui se met en place donc, en 2002 et qui accueille depuis 2 résidences par an en lien avec le musée. Un contexte qui est celui d'un musée dédié à l'art contemporain quand même, qui est ouvert depuis 1995 et une municipalité extrêmement engagée en faveur de la création, qui dans les années 2000 a déjà passé plusieurs commandes publiques à des artistes contemporains, qui a vraiment une volonté de soutenir la création contemporaine. Et là, dans un objectif, cette fois, de diffusion de l'art contemporain et de présence artistique en milieu rural. Donc vraiment, c'est un programme qui associe donc, la ville d'Issoudun, la DRAC, la région Centre-Val de Loire, vraiment dans un objectif d'aménagement du territoire, je dirais. C'est-à-dire que voilà, l'artiste est accueilli de manière assez libre, c'est-à-dire que là aussi, on est dans un projet de recherche qui n'est pas du tout forcément, n'est absolument pas demandé à l'artiste de répondre, d'être en lien avec les collections du musée ou de développer un projet spécifiquement pour le lieu, etc. Vraiment quelque chose de très ouvert et à la création contemporaine émergente aussi, sans obligation de production. L'idée, c'est d'offrir vraiment un espace de travail avec des moyens à un artiste. Là, il n'y a pas du tout de systématisme entre les visibilités aussi des créations au musée, puisque le musée a des espaces d'exposition temporaire qui dédient vraiment à des expositions monographiques d'artistes qui ont du coup un certain nombre d'œuvres à leur actif, donc pas forcément, parce que pas, comme ils accueillent en résidence des artistes plutôt jeunes, on n'est pas forcément dans ce type de profil. Donc ils vont pouvoir après, en fonction du projet, aller implanter ou présenter le travail, mais souvent sur d'autres sites, dans la ville, dans des vitrines ou en partenariat avec d'autres équipements culturels de la ville. Donc, on a un apport en production, on a la possibilité d'une acquisition, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé, mais c'est mentionné comme une possibilité, mais ce n'est pas du tout un objectif. Et par contre, le travail la présence de l'artiste va donner lieu par contre à un certain nombre de rencontres tout au long de la résidence avec les habitants d'Issoudun, avec les scolaires, etc. Vraiment dans un objectif d'action culturelle et un travail d'éveil du public qui va participer véritablement à la mission du service de développement des publics du musée, puisque on n'a pas d'objectif de production, mais par contre, on a un objectif de rencontre donc sur un territoire plutôt faiblement doté. On est quand même dans le département de l'Indre, donc avec une offre culturelle très, très limitée. Où du coup ça prend tout son sens quand on a un musée, de travailler un peu plus en profondeur sur tous ces aspects de sensibilisation du public en fait, par l'intervention et par l'invitation d'un artiste qui va pouvoir donner des clés un peu sur comment fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est un processus créatif, quelles questions se posent, comment ça naît une œuvre, comment un artiste se met au travail, etc. Donc des choses qui vont vraiment permettre un autre regard petit à petit sur les œuvres, et qui peut être assez intéressant dans un travail de sensibilisation du public au long cours. Voilà, donc à chaque fois ce qu'on observe au MACVAL, voilà, une rencontre surtout avec des cultures différentes sur un territoire particulier, avec un objectif fort de production, avec une dotation importante. Le Musevert, où on a une rencontre avec une technique artistique, avec l'idée d'offrir un accès à des ressources matérielles particulières et la transmission d'un savoir-faire. Et au musée de l'Hospice Saint-Roch, où on a plutôt un soutien à la recherche artistique presque désintéressé,
avec une dimension par contre très forte de rencontre avec les publics sur un territoire. Donc voilà, je pense que c'est 3 sur la dimension résidence en musée, hein, pour conclure, il y a ce soutien à la création pour moi quand même de manière assez forte, parfois dans un domaine particulier. L'idée d'enrichir sa collection, mais qui est vraiment quelque chose de pas forcément systématique, ces histoires d'acquisition. Voilà, il n'y a que le Musevert finalement qui le systématise, mais plutôt sous l'angle de l'aménagement du territoire parfois, mais de la sensibilisation des publics et la sensibilisation au processus artistique qui va par contre être à chaque fois présent. Merci beaucoup, Elise, pour cette présentation très intéressante. Et on voit bien comment la résidence est finalement différente du fonctionnement de l'atelier ou du studio, tout particulièrement quand elle est au musée. Et je suis très heureuse qu'il y a ce lien avec notre prochain intervenant, Bruno Haussmann. C'est le public, exactement, parce que déjà, non seulement que l'art est une préoccupation prépondérante dans les ouvrages de Bruno, et il s'engage à porter plusieurs projets artistiques en organisant la ville. Et c'est aussi une occasion pour nous d'ouvrir un tout petit peu notre champ de réflexion parce qu'avant, on était beaucoup plus centré sur le musée et avec votre intervention, Bruno, on peut élargir un peu le regard sur la ville, sur les lieux d'exposition, sortir un tout petit peu de ce cadre muséal à proprement parler. Et dans votre résumé, vous avez évoqué alors une particularité qui est un lien qui se tisse entre l'artiste en résidence et le territoire d'accueil, mais surtout avec le public, enfin, les habitants qui l'accueillent, les attentes qui se créent. Et depuis 20 ans, vous co-dirigez la Villa Daumier, qui est un lieu d'exposition, mais aussi une résidence d'artistes qui accueille qui a déjà accueilli plusieurs artistes en résidence et qui permet une exposition déjà de son travail, mais aussi, entre-temps, accueil de 7 à 6 expositions par an, ce qui donne un rythme assez soutenu. Et donc, on est vraiment honoré d'entendre le témoignage d'un lieu, comme vous dites, curieuse institution, mais qui est un lieu fort de partage dans l'art contemporain, dans le domaine de l'art contemporain. Valmondois est loin d'être méconnu par les artistes parce que voilà, le micro est à vous. Merci Lina de cette présentation. Merci de votre invitation collective. Je suis très heureux de participer à votre séminaire. Alors, en même temps, après l'exposé d'Élise Jouvency, je suis très complexé parce que je ne suis pas compétent, hein, bien sûr. Moi, ce que je peux faire, c'est apporter un témoignage de l'histoire d'un projet, d'un lieu culturel qui est la Villa Daumier, qui cherche à se définir, mais qui ne rentre finalement dans aucune case très précise. Hein. Et c'est peut-être le problème d'ailleurs de la case. Hein. La résidence d'artiste est-elle une case? Voilà, c'est une bonne question qui va se poser à travers la présentation un peu décousue, et je m'en excuse d'avance, que je vais faire. Mais par exemple, juste pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si la Villa Daumier postulait pour faire partie de l'association Art en résidence, elle serait exclue. Son dossier serait refusé. Voilà, si je regarde les critères qui ont été exposés. Et donc, c'est très intéressant qu'il y ait cette confrontation entre finalement un projet et puis
bon, un réseau qui aujourd'hui se fédère très positivement comme art en résidence, mais peut-être que justement, à travers cette présentation et puis cette discussion, on va pouvoir progresser. Alors, je vais essayer tout de suite de partager l'écran et d'avoir comme support, hein, alors, c'est pas ça qu'il faut faire tout de suite. Il faut d'abord, sans doute, voilà, faire ça. Et puis, voilà, c'est pas encore ça non plus. C'est pas ça. Il faut que je ressorte. Faut que je ressorte. Voilà. Là. Je prie de m'excuser, mais il faut donc que je partage l'écran, que j'ouvre cela, que je mette cela. J'espère que vous voyez. Vous y arrivez? Voilà. Oui, c'est parfait. C'est bon là? Oui, il faut juste la petite flèche à gauche pour voilà. le plan. Ça y est, je crois que ça y est. Hein, c'est parfait. Ça devrait marcher. Voilà. Bon, donc, moi, je voudrais réfléchir autour de ce terme que vous avez proposé, je crois, pour la séance de ce soir, hein, qui est la création in utero. Et je vais essayer de prendre à un moment donné à la lettre cette expression in utero que vous avez choisie pour se demander si la résidence d'artistes comme utérus de création est une bonne métaphore pour essayer de penser cela. Alors avant ça, je vais quand même vous essayer de justifier les raisons pour lesquelles vous m'avez invité à participer à votre réflexion de ce soir, parce que, en effet, depuis 1995, c'est-à-dire plus de 20 ans maintenant, je suis maire de la commune de Valmondois, dans le Val d'Oise, une petite commune de 1200 habitants, c'est très petit. Hein. Je comparais avec Issoudun, que vous avez présenté comme une petite ville, mais c'est vrai que c'est une petite ville, Issoudun, mais c'est 12 500 habitants. Donc, c'est 10 fois plus. Donc, il faut avoir, et donc, il faut avoir ce sens de la taille. Et donc, Valmondois, pour ceux qui ne connaissent pas, on a le droit de ne pas connaître Valmondois, on manque quelque chose d'essentiel, mais c'est à 40 km de Paris et c'est à 40 minutes en train direct depuis la gare du Nord. Voilà. Donc, c'est très facile d'accès et il y a un contraste très fort entre cette proximité incroyable de Paris et puis le caractère finalement très campagnard et très rural de ce petit village. Alors, c'est ce caractère à la fois proche de Paris et en même temps très campagnard qui, encore au XIXe siècle, attirait des Parisiens et des artistes à Valmondois. Et c'est à partir de cette fin du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, que Valmondois est devenu une référence pour des artistes, parce que cela concentrait des peintres impressionnistes à partir de Corot et de Daubigny, qui, entre Auvers et Valmondois, ont marqué de leur empreinte ce territoire. Et il y a une histoire un peu particulière entre Valmondois et Daumier, puisque je relis ce texte rapidement. Hein. Daumier avait parmi ses amis Charles-François d'Aubigny et Adolphe Victor Geoffroy-Thiaume. Hein, pardon. Daubigny, mis en nourrice à Valmondois, conserva pour ce village un goût qu'il communiqua à Geoffroy-Thiaume, lequel y acquit une maison en 1861. Daumier y était souvent invité, mais il aimait Paris, où il disposait d'un vivier de personnages et de scènes de la vie quotidienne, bien fait pour alimenter son art. En 1865, un artisan maçon, le père Guedet, lui loua une maisonnette à Valmondois, mais ce n'est qu'en 1874 que cette maison lui appartint. Les conditions dans lesquelles Daumier est devenu propriétaire sont restées longtemps mal connues, de sorte qu'il n'est pas sans intérêt de les préciser maintenant qu'elles sont élucidées.
Corot savait que son ami, on l'a vu, faiblissait, il est mort à Valmondois aveugle, ce qui réduisait son activité artistique et donc ses revenus, avait du mal à payer son loyer et risquait l'expulsion. Il aurait décidé de lui offrir une maison, ainsi qu'il semble ressortir de la lettre suivante. Mon cher camarade, j'avais à Valmondois, près de l'Isle-Adam, une maisonnette dont je ne sais que faire. Il m'est venu à l'idée de te l'offrir et comme j'ai trouvé l'idée bonne, je suis allé la faire enregistrer chez le notaire. Ce n'est pas pour toi que je fais ça, c'est pour ennuyer ton propriétaire. À toi, Corot. Alors, j'évoque ce souvenir de Daumier et de Corot et de Bigny et de Geoffroy de Chaume parce qu'il y a finalement eu à Valmondois une sorte de communauté d'artistes et cette communauté d'artistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, s'est perpétuée dans le temps jusqu'à nous, on va le voir à travers plusieurs références, de sorte que ce village de Valmondois est un village d'artistes. Et c'est cette qualité de village d'artistes. Alors, il faudrait avoir une explication pourquoi finalement les artistes s'y trouvent bien, pourquoi ce village est propice à la création artistique, qui a justifié finalement ce projet d'une résidence ou d'un lieu culturel pour artistes. Alors, ce projet, il a été alimenté par la figure de Daumier, qui donc a vécu, a habité et est mort à Valmondois. Et depuis sa mort, cet artiste, qui est en même temps, vous voyez, qui n'est pas simplement finalement un caricaturiste ou un très très grand peintre, mais c'est un idéal artistique, si vous voulez. C'est le modèle au XIXe siècle de la liberté d'expression, de la défense de la liberté d'expression en acte, Daumier. Donc, il est honoré, si on peut me permettre ce jeu de mots, à Valmondois depuis plus d'un siècle. Et quand mon prédécesseur, Noël Lenoir, est élue maire à Valmondois en 1989, elle a été maire de Valmondois de 1989 à 1995, elle a le projet de créer un lieu en l'honneur de Daumier. Et alors, la maison dans laquelle Daumier habitait était occupée à l'époque par un artiste, sculpteur, facteur d'automates du nom de Jacques Monestier, qui se trouvait bien dans cette maison et qui n'avait aucune envie que cette maison se transforme en lieu culturel ou en lieu de mémoire. Et du coup, elle a acquis, fait acheter par la commune cette petite maison, là qu'on voit, jolie petite maison, mais modeste, avec le projet d'en faire un musée Daumier. Alors, à ce moment-là, Noël Lenoir s'est tourné vers la nouvelle directrice des musées de France qui venait d'être nommée en 1994, Françoise Cachin, à qui elle a demandé la possibilité d'être aidée dans ce projet pour créer, concevoir, ouvrir un musée Daumier. Et Françoise Cachin, qui était une grande dame des musées et de l'histoire de l'art, mais qui avait un caractère, semble-t-il, très trempé, a répondu très sèchement à Noël Lenoir, et d'ailleurs Élise Jouancy a rappelé cette définition du musée. On ne pouvait pas s'appeler musée comme ça, on ne pouvait pas se décréter musée comme ça. Il fallait, pour être musée, avoir des œuvres, il fallait répondre à un certain nombre de critères, et que l'appellation musée Daumier lui paraissait parfaitement farfelue. Du coup, la municipalité de Valmondois s'est retrouvée avec cette maison, ce lieu qu'elle voulait dédier à Daumier, mais finalement avec un peu l'herbe coupée
sous les pieds, puisque ce projet de musée ne pouvait pas se réaliser. Alors, moi, j'ai été élu à ce moment-là, en 1995, en me retrouvant finalement doté de cette maison vide et à laquelle il fallait donner un projet culturel qui réponde à Daumier. Et la première idée qu'on a eue, ça a été effectivement d'en faire une villa Daumier, de transformer cette modeste maison en villa Daumier, en caricaturant un petit peu le modèle de la Villa Médicis. Alors, il se trouve que, par une coïncidence, coexistaient à Valmondois à ce moment-là un certain nombre d'anciens pensionnaires de la Villa Daumier, qui ont tous participé de près ou de loin à la naissance de ce projet. Il y avait Joël Moulin, le peintre, Jacques Monestier, le sculpteur, Michel Charpentier, le sculpteur, et puis le conservateur des monuments historiques, qui était François Massé-Lépinay, qui tous habitaient Valmondois et avaient été pensionnaires de la Villa Médicis. Alors, on a foncé dans cette brèche, et puis on s'est dit, on va créer une Villa Daumier, résidence d'artistes, et pour cela, on organise un concours pour sélectionner un peintre que nous allons loger pendant un an dans la Villa Daumier. Et nous avons fait un premier concours de sélection d'artistes, et le premier et unique artiste qui a été choisi par un jury qui comprenait le directeur de l'école d'art de Cergy. Enfin, il y avait un certain nombre d'artistes et de membres du jury compétents. Il y a eu un certain nombre de dossiers, et c'est cet artiste, Vincent Chim, qui a été sélectionné. Et alors, ça a été très intéressant, j'allais dire d'un point de vue négatif, cette sélection de Vincent Chim comme artiste en résidence à Valmondois à la Villa Daumier, parce que finalement, pendant un an, Vincent est resté là avec sa femme et son enfant. Il a travaillé, mais il n'y a eu strictement aucun lien entre Valmondois, ses habitants, et la présence de cet artiste dans la Villa Daumier. Et de ce point de vue, ça nous a donné beaucoup à réfléchir sur les conditions de réussite d'une résidence d'artiste. Alors, ces conditions, elles ont été un petit peu rappelées dans Art en résidence, mais dans le fond, une commune de la taille de Valmondois et avec un budget comme celui de Valmondois n'a pas les moyens d'une pareille politique. Et donc, il fallait trouver un autre biais que ce projet de loger et de financer un artiste pendant un an dans le cadre de la Villa Daumier. Et c'est à partir de là que nous avons créé, avec d'autres artistes du coin, l'association de la Villa Daumier, qui finalement est devenue bien davantage un lieu d'exposition des artistes contemporains qu'une résidence d'artistes à proprement parler. Alors, je vais revenir un peu plus loin sur finalement comment, après cet échec, parce que je pense que c'était un échec, nous sommes revenus finalement de façon beaucoup plus positive à la réalisation d'une résidence d'artistes à travers la Villa Daumier, accueillante pour des artistes contemporains. Mais c'est passé finalement par l'intermédiaire de ce lieu d'exposition qui a trouvé son public, qui a trouvé les artistes, puisque finalement, aujourd'hui, il y a une liste d'attente pour être exposé, malgré le fait que la Villa Daumier organise environ 6 expositions par an. Il faut attendre aujourd'hui encore 2 ans. Certains artistes attendent encore 2 ans pour être programmés
à la Villa Daumier. Donc, c'est un signe de succès. Mais en revanche, au niveau de la résidence d'artiste, ça a été beaucoup plus difficile à faire. Et peut-être aussi parce que l'équipe municipale, hein, les responsables municipaux de Valmondois ont été découragés par cette première expérience et qu'il a fallu finalement reprendre tout un cheminement pour arriver à comprendre comment les choses pouvaient se réaliser. Alors, ça me conduit à avoir une réflexion, hein, sur ce titre que vous avez donné à ce séminaire, Création in utero. Moi, cette réflexion m'a fait penser à un livre que j'avais lu il y a une vingtaine d'années d'un biologiste philosophe qui s'appelle Henri Atlan, hein, qui avait intitulé son livre L'utérus artificiel. Et justement, avec une vision extrêmement intéressante il y a une vingtaine d'années, dans laquelle Atlan montrait que l'avenir passerait peut-être dans le projet de la reproduction humaine par la généralisation d'utérus artificiels dans lesquels finalement la reproduction humaine se ferait de façon, alors, sans caricaturer la thèse de Atlan, mais de façon finalement plus sûre, plus garantie, hein, par la technique que par le biais naturel. Alors c'est intéressant peut-être par rapport à notre sujet parce que ça conduisait Henri Atlan à faire une distinction entre deux termes qui me paraissent intéressants ici, qui est le terme de fabrique et le terme de création. Parce que ces deux termes sont pour moi tout à fait opposés et antithétiques, hein. On peut peut-être, dans une conception technicienne ou techniciste, à la limite, fabriquer des enfants par le biais d'utérus artificiels. Il me semble qu'on ne peut pas fabriquer des œuvres d'art. Et les œuvres d'art relèvent pour moi d'un processus de création et pas d'un processus de fabrication. La fabrication, elle est technicienne. La création artistique, elle relève finalement d'un autre processus de genèse que le processus de fabrication. Et donc la question, elle est bien la suivante: à quelles conditions finalement une résidence d'artiste peut-elle favoriser la création? Et on peut imaginer très bien qu'il y a des résidences d'artistes qui ne favorisent pas la création et qui peut-être assurent un minimum de fabrication du point de vue de l'artiste, mais qui ne rendent pas possible la création. Il y a une question évidemment très difficile à soulever. C'est dans quel lieu un artiste crée-t-il, hein? Quel est le lieu qui est favorable à la création artistique? Et en quoi une résidence d'artiste serait-elle plus favorable à la création d'artiste, à la création par l'artiste, qu'un autre lieu? Bon, moi, je crois que c'est une question essentielle quand on réfléchit à la résidence d'artiste, hein. Donc, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que cette résidence d'artiste soit un lieu de création artistique? Alors, on en a rappelé quelques-uns tout à l'heure, mais il me semble justement, il ne me semble pas si essentiel que ça. Peut-être que je vais faire hurler certains, mais je ne suis pas sûr que la garantie de la rémunération de l'artiste dans le cadre d'une résidence d'artiste soit la meilleure formule pour assurer la bonne création par un artiste de ses œuvres. Bon. Alors, donc, il faut réfléchir sur la question de savoir en quoi est-ce que la résidence d'artiste favorise, et vous voyez, l'exemple de Vincent Chim avait été pour nous très traumatisant parce que finalement, Vincent préférait prendre le train pour aller à Paris
et travailler à Paris que rester à Valmondois et se nourrir à Valmondois d'une inspiration créatrice qu'il ne trouvait manifestement pas à Valmondois. Donc ça pose la question du dépaysement. Voilà. Alors, c'est ce que vous évoquez à un moment donné dans le petit texte préliminaire à votre problématique du séminaire. La résidence d'artiste génère-t-elle finalement un dépaysement pour l'artiste, et ce dépaysement est-il profitable? Alors, moi j'étais un peu dubitatif par rapport à cette vertu du dépaysement. Dans le fond, j'aurais tendance à penser, a priori, que un tel dépaysement n'est positif qu'à partir du moment où un artiste est vraiment déjà ancré dans un paysage, dans un territoire, et j'y reviendrai un peu plus loin, qu'il est véritablement habité par ce territoire ou ce pays, et du coup, que la résidence d'artiste qui lui est proposée provoque un dépaysement positif. Alors, il se trouve qu'il y a une artiste qui collabore, a des responsabilités aussi dans la Villa Daumier, qui est la peintre Valérie Boyce. Et Valérie, qui est très inscrite dans le paysage du Vexin et de Valmondois en particulier, a obtenu une résidence en Islande, où elle a passé non pas un mois, mais plusieurs séjours et plusieurs années. Et j'ai eu effectivement, on pourrait dire, la révélation de la vertu du dépaysement dans la création artistique grâce à Valérie Boyce, parce que l'Islande a nourri ses tableaux et son œuvre précisément parce que, je dirais, elle habite l'Islande, ou elle est habitée par l'Islande. Et du coup, la résidence, ou la dimension de résidente en Islande n'est pas une dimension artificielle ou une dimension superficielle. Voilà. Et c'est ce point qui me paraît très important, parce que je crois que le risque qu'on encourt dans le cadre d'une résidence d'artiste qui échoue, hein, alors elle échoue, pourquoi? Parce que justement, elle ne satisfait pas l'objectif de la résidence d'artiste, qui est que l'artiste y crée. Pas simplement, et c'est pas simplement, un artiste ne peut pas être un médiateur de l'art, c'est un créateur, c'est pas un médiateur, un artiste. Et du coup, le risque, c'est que l'artiste, dans une résidence d'artiste, finalement passe à côté, hein, de ce projet d'habiter la résidence ou d'habiter le pays. Et alors, donc, Valérie Boyce, vous voyez, elle peint aussi le Vexin extrêmement bien, et elle montre justement, hein, c'est une spécialiste du paysage du Vexin au paysage d'Islande, mais justement, je crois qu'il faut prendre ce terme de paysage au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on ne peut peindre un paysage que quand on habite véritablement ce paysage. Alors, j'en viens à un autre critère, justement, qui est l'interaction avec le milieu. Finalement, je le disais, l'échec de Vincent Chim, c'est finalement le fait que cette Villa Daumier aurait pu être n'importe où, elle aurait produit le même effet. Et le contexte, la population, ce qui normalement devrait créer une interaction entre l'artiste et le milieu que constitue le pays, le paysage et les gens qui habitent ce territoire,
finalement, ces interactions n'ont pas eu lieu. Alors, heureusement, depuis quelques années, grâce à Tao et Michel Guével, qui président aux destinées de la Villa Daumier, ils invitent des artistes pendant 3 à 6 mois qui s'installent dans la Villa Daumier, qui sont installés dans la Villa Daumier et qui tissent avec la population et en particulier avec l'école de Valmondois, les enfants de l'école, tous ceux qui gravitent autour de l'école, des liens qui sont des liens magnifiques, mais qui sont des liens magnifiques, pas seulement parce qu'ils transmettent finalement aux habitants de Valmondois directement ou par le biais de leurs enfants leur sens de la création artistique, mais parce qu'eux-mêmes profitent de cela pour développer leur propre création artistique. Et c'est l'exemple de Mélissa Ferreira qui est restée pendant 6 mois à l'occasion notamment des 20 ans de la Villa Daumier dans la Villa Daumier et qui a su tisser alors des liens exceptionnels avec la population de Valmondois en l'associant finalement à ces projets de création. Là, vous avez en reproduction la grande enseigne de la Villa Daumier qu'a réalisée Mélissa, et finalement, cette enseigne a été un work in progress pendant plusieurs semaines, où la population a pu finalement contempler le travail artistique. Voilà, dans la Villa Daumier, Mélissa, autour du thème du colibri de Pierre Rabhi, a développé tout un projet de création artistique avec les enfants de l'école tout à fait réussi. Et puis j'évoque enfin une autre artiste en résidence dans la Villa Daumier, qui est Cécile Lamy, qui est un peintre. Là c'est une aquarelle, mais en réalité elle peint sur des supports de soie qui sont des calicots qui sont accrochés aux arbres. Et donc, elle est perchée au sens propre du terme, pas figuré, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle grimpe dans les arbres, elle associe des adultes ou des enfants pour grimper avec elle dans les arbres, et à cette hauteur, dans les cimes des arbres, elle réalise ses peintures sur soie qui sont tout à fait formidables. Voilà, je vais conclure ce survol de cette question telle que je l'aperçois de l'artiste en résidence, parce que je voulais justement insister à travers mon intervention, mes réflexions, sur le fait que habiter ou résider, ce n'est pas du tout la même chose. Résider, il y a un caractère très ponctuel, selon moi, très momentané, très bref. Il ne peut s'agir que d'une visite, et d'une visite qui peut être sans doute féconde, mais dont la fécondité n'est jamais garantie. Et donc, moi, je crois que ce sur quoi il faut insister quant à l'esprit de ces résidences d'artistes, c'est sur le fait que l'artiste doit habiter ce lieu et non pas y faire, j'allais dire, une simple visite ponctuelle. Alors, sans doute, l'expérience justement des résidences au sein des musées est-elle finalement aussi intéressante et positive, parce que les musées sont très souvent des lieux habités, évidemment, et qui invitent à l'habitation. Mais
je crois justement, à travers ces 20 ans qui séparent le premier échec dans la résidence d'artistes de la ville de la Daumier, et puis, au terme de ces 20 ans, le succès que maintenant on rencontre dans l'organisation de ces résidences d'artistes en lien étroit avec la population, c'est que je crois avoir compris, pour ma part, justement, cette différence entre résider et habiter, ce qui change tout dans une résidence d'artiste. Voilà. Merci beaucoup, Bruno, pour votre intervention qui, en effet, dresse bien le curseur. Et donc aussi, merci d'avoir réagi à toutes nos provocations que vous avez bien relevées tous les deux. Et donc, je ne sais pas si Elise, vous voulez réagir parce que, ou sinon, je profiterai aussi tout de suite saisir la perche tendue par Bruno sur en fait le fait est-ce que la résidence au musée est vraiment quelque chose de spécifique parce que d'autres résidences existent des commissaires de recherche en bibliothèque, au théâtre. Et peut-être c'est qu'au musée que ces problématiques qu'on a pu voir tous ensemble sont vraiment spécifiques pour le cadre. Voilà, je ne sais pas, c'est la question que je me pose en pensant la science et en vous écoutant. Donc d'abord, Elie, je vous laisse réagir si vous souhaitez à l'intervention de Bruno. Et puis, je vous demande du coup d'essayer de répondre à cette question. Le micro est éteint. Oui. Déjà pour réagir à ce qui vient, enfin à la conclusion, peut-être qu'effectivement sur cette idée de visite ponctuelle, non, effectivement, c'est plus cette question de l'implantation provisoire qu'il faut réussir à réaliser en fait pour faire véritablement l'expérience d'un territoire et l'éprouver dans un peu toutes ses dimensions. Je pense que l'intérêt vraiment c'est de cette fécondité justement de cette implantation provisoire, elle vient du fait de venir d'autre part, mais elle n'a lieu que si on fait vraiment l'effort d'aller à la rencontre de ce territoire dans toutes ses dimensions. Voilà, mais effectivement, c'est jamais garanti. Et puis sur la question des conditions qui font des conditions favorables, qui seraient favorables à une résidence, je pense qu'effectivement là aussi, il n'y a rien de garanti, mais aussi parce que rien de garanti parce que c'est aussi, je pense qu'on peut demander à chacun ce qu'il entend, ce qu'il place comme critère de réussite dans une résidence. Et je pense que ce qu'on observera, c'est quand même la variété des attentes de chacun. Et une résidence, c'est aussi une multiplicité d'acteurs. C'est évidemment un artiste qui arrive avec des besoins, et des attentes qui correspondent à la fois aux disciplines artistiques qu'il travaille, mais aussi où est-ce qu'il en est dans son parcours, quel niveau d'expérience il a, et on n'a pas les mêmes attentes à différents moments de sa carrière et de son parcours. C'est aussi des lieux qui l'accueillent et qui ont aussi, sur lesquels pèse aussi un ensemble de missions, qu'ils doivent... un ensemble de missions et de contraintes. On a souvent aussi des partenaires financiers derrière qui peuvent aussi faire poser de nouvelles attentes. Et puis tous ces acteurs du territoire qui vont être un peu les acteurs satellites opérationnels ou les bénéficiaires, les publics qu'on les considère comme les bénéficiaires ou comme les parties prenantes d'ailleurs de ces projets. Mais je dirais une résidence réussie, c'est avant tout quand toutes les attentes, quand les attentes de ces différents acteurs sont
sont atteintes sans faire de tort, sans se faire de tort l'une à l'autre. Enfin, et ça, effectivement, c'est pas gagné, en fait, parce que ça réunit souvent... Enfin, beaucoup de gens sont finalement concernés par ces projets, et tant mieux, et c'est ça qui fait l'intérêt aussi, mais ça rend le projet d'autant plus difficile à satisfaire pour l'ensemble de ces parties prenantes. Oui, mais je rebondis à la fois sur la question de Lina et puis sur votre intervention. C'est-à-dire que les artistes, on a beau dire, c'est quand même pas des gens exactement comme les autres. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'eux, on ne le sait pas avant. Hein. En gros, ils ont quand même comme vocation de créer. Et si créer, ça veut dire quelque chose, si créer une œuvre d'art, ça veut dire quelque chose, il y a quelque chose, comme vous venez de le dire, hein, qui n'est jamais garanti dans le résultat final. Bon. D'où, c'était le sens de mon intervention, le fait qu'il faut peut-être prévenir, commencer par prévenir la déception éventuelle des organisateurs, des entrepreneurs, des élus, hein, qui se disent finalement, pour nous, c'est un gros investissement, cette résidence d'artiste, et allez, je vais parler un propos qui heurterait la conscience artistique. Il n'y a pas de retour sur investissement. On n'a pas de retour sur investissement. Alors, c'est ce point-là sur lequel finalement je voulais insister, c'est-à-dire le fait que pour qu'une résidence d'artiste soit féconde, c'est ça l'objet. Hein. Si le in utero a un sens, c'est dans quelle mesure cette résidence est féconde, c'est-à-dire dans quelle mesure l'objectif qui est que l'artiste y crée des œuvres est atteint. Eh bien, ça ne se décrète pas simplement à travers, sans doute, une liste de critères qu'on énonce. Ils sont bien utiles. Je veux dire, il faut pas. Bien sûr qu'on a besoin d'énoncer rémunération, assurance, statut, sécurité sociale, etc., etc. Mais en même temps, ça n'est pas parce qu'on aurait réuni tous ces critères qu'on serait sûr du caractère positif de la résidence d'artiste. Et donc, il faut, me semble-t-il, alors d'abord, il faut sans doute qu'il y ait un milieu artistique. C'est-à-dire qu'une résidence d'artiste, peut-être qu'elle se décrète. Hein, c'est pour ça que les musées, ils sont quand même bienvenus, quoi. Hein. Peut-être qu'une résidence d'artiste, ça ne se pose pas n'importe où. Ça se décrète pas n'importe où. On invoquait l'interaction avec le milieu. Ben, il faut sans doute arriver à penser un milieu au sein duquel cette résidence d'artiste se pose. Eh bien, aussi parce que dans la définition du musée, il y a quand même la notion de recherche. Et donc, pour quelqu'un de l'université, la recherche veut dire une chose, mais dans les résidences, on voit que cette recherche existe, mais elle est comprise d'une manière différente. Et c'est aussi pensant un peu à ces amalgames qui peuvent surgir de ce lieu, parce que en préparant la science et en échangeant avec Élise, on a pu bien faire le tour de cette difficulté de garantir la recherche par le musée ou intégrer la recherche dans le musée. Et je pense juste comme ça une intuition que les résidences sont quelque part le produit peut-être de cette tentative d'introduire davantage la recherche et la reconnaître aussi
dans l'activité de musée à vocation de transmission des savoirs, des publics, d'électation et d'éducation. Mais bien sûr que ce n'est pas du tout évident. Et par contre, donc, dans la première séance, on a pu voir qu'une autre logique s'installe à côté, parce que tout ce qu'on a évoqué dans les deux interventions, c'est évident qu'il faut un milieu, qu'il faut les conditions, qu'il faut que ce soit propice pour que la création puisse se faire, mais elle peut se faire aussi sans l'institution, très bien, parce qu'il y a les ateliers, les studios qui le font. Donc, c'est peut-être aussi une tentative d'un dialogue, parce que c'est dommage s'il serait rompu, par exemple, si on peut imaginer comme ça. Enfin, je ne sais pas, je dis que vous écoutant, les ateliers ressemblent plus à, enfin, les résidences ressemblent plus à des ateliers, des musées mis en place avec beaucoup de difficultés et beaucoup de risques, mais c'est quand même peut-être mieux qu'ils existent. Enfin, je ne sais pas. C'est sûrement mieux qu'il y ait des résidences d'artistes plutôt que pas de résidences d'artistes, ça j'en suis convaincu. Mais je suis intéressé parce que tu dis, Lina, sur la recherche. Évidemment, un artiste, c'est pas un chercheur au sens commun du terme, quoi, hein. C'est-à-dire que si la création artistique relevait du processus par lequel le chercheur effectue ses recherches, on le saurait. On sait bien les uns et les autres à quel point il y a une différence essentielle dans ces processus de recherche de savoir ou de données d'un côté ou de création de l'autre. Et moi, c'est ça qui m'a... Alors, c'est parce qu'on n'a pas évoqué suffisamment finalement ce qu'on pourrait appeler le retour d'expérience des artistes par rapport à leur résidence. Moi, je crois savoir à peu près quelles sont les attentes d'un élu par rapport à ce projet de résidence d'artiste. Et dans le fond, vous voyez, elles sont assez contradictoires. Il y a d'un côté, ma première attente, ce serait que l'artiste il puisse créer véritablement ce qu'il ne pourrait pas créer ailleurs. Ça me paraît être la meilleure justification d'une résidence d'artiste. Hein, c'est mon côté mégalomane, quoi. Finalement, c'est François Ier avec à Lucé. Voilà, ça c'est une résidence d'artiste. Bon. Mais en même temps, l'autre attente de l'élu, c'est que la population qui permet cette résidence, elle soit impliquée, intéressée et d'une certaine manière partenaire et partie prenante. Voilà, ça c'est assez difficile quand même. Et Lise, vous, dans votre expérience à l'étranger, par exemple, est-ce que vous avez pu voir un fonctionnement différent, notamment incluant davantage la population qui entoure les résidences, ou vraiment en France c'est très particulier et encore une fois c'est exceptionnel? Est-ce que vous pourriez apporter un regard? Alors non, dans les projets que moi je connais en tout cas, puisque donc c'est-à-dire qu'ils se sont développés, enfin, dans les projets que j'ai pu mettre en place, c'était plutôt avec l'Europe de l'Est, Hongrie, Pologne, ou avec l'Angleterre. Mais non, je vois pas de différence majeure dans la façon d'aborder les choses en fait, et dans cette idée de la relation au public. Enfin, on est quand même dans une même tentative de faire se rencontrer un travail artistique et une population, voilà, que ce soit les scolaires, mais aussi tout type d'autres habitants du territoire. Donc, il y a toujours quand même cette attente de la part des lieux qui accueillent. Après, il y a aussi
aussi des lieux de résidence qui ne se placent pas de ce côté-là, hein, dans l'accompagnement qu'ils proposent et dans l'offre de résidence qu'ils proposent. Tous ne sont pas dans cette attente de lien avec le territoire. Certains sont justement dans cette idée de créer plutôt un espace qui va être au contraire libéré de toute contrainte de ce site-là pour offrir un cadre de travail totalement libéré de toute préoccupation d'animation ou de lien social, etc. Donc, qui vont s'attacher à offrir le cadre le plus dégagé possible de tout ça pour que l'artiste se concentre sur son travail de création. Bon, après, ces lieux de résidence-là, ils ne vont pas être recherchés par les artistes qui, au contraire, ont dans leur projet artistique cette question de la rencontre. C'est aussi cet aspect-là des choses. Il y a beaucoup d'artistes qui vont nourrir leur travail de ces rencontres, voire être dans des projets de co-création avec des groupes, etc. Donc, pour qui, au contraire, c'est très important que cette dimension-là existe dans la proposition de résidence, dans les liens qui vont être faits, etc. Donc, c'est pour ça que, surtout, avant tout, je pense que chaque programme a ses caractéristiques et l'un ne peut pas être dit meilleur que l'autre, puisque chacun pourra correspondre quelque part aux besoins d'un artiste voilà, les besoins des artistes sont tous aussi différents. Le tout est de bien savoir le formuler dans la façon de présenter son projet, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déconvenue dans la rencontre qui se fait ensuite entre la structure et l'artiste. Donc, les structures qui fonctionnent par appel à candidature voilà, doivent pouvoir formuler le plus clairement possible quel est ce cadre qu'elles proposent en fonction de ce qu'est le territoire sur lequel elles accueillent un artiste et en fonction aussi des ressources humaines qui sont disponibles sur place pour faire ce lien ou pas avec la population qui habite le territoire, etc. Nous, on a dans nos membres, par exemple, Finisterae, qui se situe sur l'île de Ouessant, qui propose une résidence qui s'appelle la résidence Tempête, qui consiste à envoyer un artiste dans des conditions extrêmement rudes de vie et de survie en situation de tempête sur une île, voilà, où il va devoir faire face à des coupures d'électricité, des conditions extrêmes. Et voilà, c'est des artistes qui ont envie de se confronter à cette situation-là, qui vont rencontrer personne pendant leur résidence et le travail va se nourrir de ce contexte particulier. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bon et mauvais, de bonnes et de mauvaises résidences, si ce n'est qu'il faut savoir voilà, bien expliquer ce qu'on a à proposer et de quoi est constitué l'environnement pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, pour que l'artiste sache qui est censé savoir aussi ce dont il a besoin, ce qu'il attend pour le développement de son projet artistique. Voilà, que tout ça est bien en concordance, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il est essentiel de lever des malentendus à partir d'une définition assez claire des programmes et des attentes. Et c'est bien que vous évoquiez finalement deux situations radicalement opposées, une attente dans laquelle le lien avec la population serait finalement un des critères les plus positifs ou les plus affirmés, alors qu'un artiste peut parfaitement considérer que ce lien est inutile ou prématuré. Voilà. Et puis l'autre extrême qui serait justement, je crois qu'il y a une résidence Yourcenar qui accueille des écrivains
voilà, pour qu'ils écrivent et qu'ils écrivent dans des conditions finalement d'isolement, je crois, très fortes. Et donc, on voit bien qu'il y a là deux extrêmes, mais qui sont légitimes l'un et l'autre, mais qui sont sources éventuelles de mécontentement, précisément parce que les attentes ne sont pas... et nous, finalement, à Valmondois, on a eu l'histoire, hein, de ce malentendu qui se termine bien. Mais est-ce que ça ne serait pas particulier pour le secteur de la culture finalement? Parce que si on regarde le monde du livre, c'est difficile de... comment dire, tout est en direct et la reconnaissance en termes de retour n'est jamais évident. Et je ne sais pas, à mon avis, on n'a pas fini encore à chercher des moyens. Comment rendre la démarche artistique ou la création, ou même quand le chercheur il écrit, c'est tout à fait, enfin, dans ce cas, c'est similaire parce que on ne sait jamais à quoi la recherche va aboutir. Et donc, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment particulier pour le domaine de la culture et que donc on revient quelque part à la notion de mécénat de départ parce que en sachant un petit peu faisant partie d'un laboratoire des industries culturelles et créatives, il y a de nombreux chercheurs qui travaillent pour évoquer les modèles de fonctionnement et finalement on retourne toujours au même. Donc je ne sais pas si la solution peut être trouvée rapidement en tout cas. Et puis j'encourage, je profite de ce mot, je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je voulais dire. C'est juste, à mon avis, c'est vraiment propre pour le fonctionnement dans le secteur culturel. Et j'invite le public qui est avec nous de n'hésiter pas de poser les questions si vous en avez. Et si vous voulez interagir, profitez de l'événement, on va vous activer les microphones. Voilà. Sinon, j'ai bien retenu de faire part à mon binôme, Marie Busson, qu'il faut défendre davantage le lien entre la production et la diffusion, et puis ce goût synthétique que Bruno évoqué, et on promet d'y réfléchir plus en profondeur dans l'article qu'on prépare à l'issue des 3 séances, pour vraiment questionner ce lien entre la recherche et la création et voir quelles nouvelles problématiques ça peut nous apporter, surtout pour ceux qui rédigent leur thèse actuellement ou qui réfléchissent au sujet de mémoire. À mon avis, là, on touche à quelque chose qui est assez peu exploré. Le cadre légal le montre aussi quelque part, que c'est peu documenté. Et même si ce n'est pas une pratique nouvelle, mais finalement, c'est peut-être pas quelque chose à quoi on pense spontanément. Et certainement, il y a beaucoup de choses à creuser. Voilà, rien qu'en termes de transmission de savoir et de technique, d'organisation de cette transmission, à quel prix, à quelles conditions, qui, à mon avis, est largement sous-estimé à nos jours. Voilà, je me permets une opinion aussi. Alors, si personne dans le public ne veut pas interagir, je vais alors profiter de vous remercier encore une fois. Voulez-vous dire un mot de fin et puis on va pouvoir se quitter, je pense. Moi, je vais essayer de faire des efforts à Valmondois pour arriver à réunir les critères pour rejoindre Art en résidence. Et qu'Élise Jouvency ne soit pas la Françoise Cachin de l'histoire de Valmondois. Merci Bruno.
Élise? Oui, oui, bah, avec plaisir. On va relancer la campagne d'adhésion courant de 2022. Voilà. Enfin, après, c'est vrai que enfin, nous, juste pour réexpliquer cette question des critères, qu'elle soit bien comprise, on n'est pas un réseau qui a vocation non plus à rassembler toutes les structures qui font de la résidence en France. On sait bien que les critères qu'on énonce ne sont pas ceux dans lesquels tout le monde se reconnaît. C'est bien aussi là l'écart qu'il y a entre nos 45 membres et les 233 résidences en France recensées par le CNAF. Mais l'idée, c'était vraiment de se détacher d'usage du terme résidence qui ont tendance parfois, et un peu de moins en moins, mais quand même encore beaucoup, à correspondre à des réalités qui sont des mises à disposition d'espace plutôt sans accompagnement ni humain, ni financier, ni matériel, etc. Et voilà, enfin, encore aujourd'hui, cette absence de cadre permet finalement l'usage du terme résidence pour des situations très, très diverses. Merci encore. Et je vraiment me réjouis d'avoir pu échanger avec vous. Et donc, j'invite Marie peut-être à dire un mot de conclusion et en rappelant aussi une petite enquête qu'on mène en ce moment. Et voilà. Et de ma part, je vous dis au revoir et à bientôt certainement. Merci beaucoup Lina, merci beaucoup Élise et Bruno pour ces fantastiques interventions, cette très belle rencontre. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la dernière séance de ce cycle, la dernière séance de 2021 pour Métis, qui se déroulera donc à la même heure, toujours sur Zoom, et le 14 décembre, si je ne me trompe pas, et donc qui finira, qui complétera ce cycle. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les comptes rendus, les captations sur le site internet. Et je vous invite également, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire pour les 2 cycles de janvier à mars. L'un qui se passera en Bretagne, mais vous pourrez le suivre via des retransmissions en direct, normalement. Si tout se passe bien avec les connexions et les différentes mises en place, puisque ce soit un cycle sur le mieux-être au musée et l'éthique du Caire, etc. Et ce sera absolument passionnant dans différents lieux en Bretagne. Et à Paris, nous allons accueillir un cycle sur les expositions en ligne et qui sera également disponible en direct et sur place à Paris 3 pour les 2 premières séances et à la DNF pour la dernière. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur ces cycles sur notre site internet. Et je vous enverrai dans les jours qui viennent une petite enquête pour mieux connaître le public de Métis et faire des cycles qui sont les plus pertinents pour vous. Je vous souhaite donc une excellente soirée.